Madame, Monsieur, bonsoir. L'énergie électrique est une source de développement et rend d'ailleurs la vie agréable. Les milieux ruraux ne connaissent pas ce bonheur, malheureusement. Ce sont des véritables poches noires en RDC. Il faut penser aux énergies renouvelables. On en parle dans ce journal. L'agriculture sera passée au peigne fin dès demain. Les États généraux s'ouvrent avec tous les acteurs pour la relance du secteur, mais ça sera après ceci. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal magazine qui reçoit aujourd'hui le docteur Nzumvoama. Il est le réparateur des cœurs et vient de défendre sa thèse. Bonsoir, docteur, professeur. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Vraiment, merci d'être avec nous et je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'annoncer que dans l'actualité nationale, la couverture santé universelle, bientôt opérationnelle en République démocratique du Congo, le Premier ministre était en dialogue avec tous les acteurs impliqués dans ce vaste programme du chef de l'État, question d'harmoniser les vues. Vers la matérialisation de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, la mise en œuvre de ces programmes va permettre à la population d'accéder aux soins de santé de qualité à un coût réduit. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, qui a la charge de rendre effectifs ces programmes du chef de l'État, a réuni le samedi 25 septembre les acteurs impliqués dans ces vastes programmes pour harmoniser les vues. Pour la mise en œuvre de ce programme, il fallait un dialogue pour que nous tous nous ayons la même compréhension. Et c'est pour ça que nous sommes avec le ministère de la Santé. Et nous avons été accompagnés par le Bureau international du travail dans ce processus de dialogue parce qu'ils en ont l'habitude au niveau international. Mais avec beaucoup de responsabilités parce que c'est lui qui est en charge effectivement du programme du gouvernement et de sa mise en œuvre. Et donc il fallait qu'on passe par lui pour pouvoir lancer ce processus de manière très pratique et de manière très opérationnelle. Et donc le Premier ministre nous a beaucoup encouragés à continuer. Le chef de l'exécutif national a accueilli avec satisfaction ces programmes synthèse et a promis de convoquer le plus rapidement possible la première réunion du Conseil national de la couverture santé universelle en vue de lancer dans les tout prochains jours ces programmes, a conclu le docteur Roger Kamba. C'était là le reportage de Pati Tondwangu Kizunda. Participation de la RDC à la 65e Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique tenue à Vienne. Le ministre a annoncé le réaménagement intégrateur pour la modernisation du réacteur de recherche Trico 2. Son allocution du haut de la tribune de la 65e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, outre les remerciements à l'agence pour son projet COVAS qui a permis à la République démocratique du Congo de bénéficier des outils de diagnostic et d'analyse indispensables à la gestion de sa santé publique, le ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques, Maître José Mpanda Kabangu, a, en ce qui concerne la matière de renforcement de la sécurité nucléaire, informé l'assistance de la poursuite de la mise en œuvre du partenariat entre la RDC, les États-Unis et l'Agence internationale de l'énergie atomique. S'agissant du réacteur de recherche Trico 2, il a déclaré que le processus de sa modernisation continue, mais avec des réaménagements intégrateurs impliquant une association des technologies fondées sur des accélérateurs des particules, ce dernier étant plus flexible et moins contraignant à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne la sécurité des installations et la sûreté de leur fonctionnement. Et pour ce faire, le ministre José Mpanda Kabangu a sollicité l'accompagnement de l'AIA étant donné qu'il exige des investissements conséquents. Le ministre José Mpanda Kabangu s'est fait accompagner à Vienne par le professeur Oscar Chetonde et Jérémy Moussouema, respectivement officier de liaison et officier de liaison adjoint de la RDC auprès de l'AIA, mais aussi par des experts comme le professeur Sébastien Louindoula du CGA, le professeur Florimond Nyangomona du CNPRI et le professeur Steve Mwanza du CNRS Marcel et consultant du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Reprise de commerce des minéraux entre le Maniema, le Nord et le Sud Kivu. Le vol inaugural après 10 ans a eu lieu hier à l'aéroport de Goma. Reportage Oscar Balkaïch. Après 10 ans de suspension, le trafic de minerais vient de reprendre ce samedi 25 septembre 2021 entre le Maniema,
le Sud Kivu et le Nord Kivu. Au nom des gouverneurs de 3 provinces qui ont accepté de signer le protocole d'accord de libre circulation de minerais dans les 3 provinces précitées, le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge du commerce, Maître David Kamura, a assisté au vol inaugural des transferts de minerais en provenance de Kalima au Maniema à l'aéroport de Goma. C'était en présence de plusieurs acteurs du secteur minier. Certains négociants ont remercié le chef de l'État qui a permis la reprise de ce commerce entre les 3 provinces. Cela est le résultat d'un travail d'arrache-pied durant 2 ans avec la Confédération des négociants de coopératives et des transporteurs miniers artisanaux du Grand Kivu, Konekoma GK. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'économie de nos 3 provinces, puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans empâche que l'économie sera relancée à partir de ce vol inaugural des minerais qui vont circuler librement dans nos 3 provinces. Les produits manufacturés vont devoir quitter le Nord Kivu vers le Maniema et du Maniema, nous revenons avec le minerai. La réception de ce premier lot de plus ou moins 2 tonnes de minerais s'est déroulée à l'aéroport international de Goma ce samedi 25 septembre 2021, présence de plusieurs négociants miniers du Nord Kivu et d'ailleurs. Les États généraux de l'agriculture s'ouvrent déjà dès demain à Kinshasa, 30 ans après les tout derniers. Objectif, évaluer le secteur et identifier tout ce qui entrave son développement. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, au cours d'une conférence de presse. C'est un reportage de Marthe Mangazakalala. Les travaux de ces forums sont placés sous le thème « Agriculture clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en RDC », ce sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises sont organisées dans le but d'établir les états des lieux du secteur agricole et penser les actions à mener en vue de relever les grands défis et surtout de s'inscrire dans la vision du président de la République qui tient à faire la revanche du sol sur le sous-sol, son cheval de bataille. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, était face à la presse pour éclairer la lanterne. Après 30 ans quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le climat a changé et le sol a changé. Il y a beaucoup de choses quand même qu'on doit remettre sur la table et qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. Tellement que tout le monde est tombé dans le mine, nous allons ramener tout ce monde vers le champ. Donc les gens ils vont comprendre que si je fais une plate-bande, on ne mourra pas de faim. Si chacun peut avoir un hectare, mais en 3 mois, si on a serré la ceinture, on peut bien manger. Et ça, je suis sûr qu'on sauvera la République. Pays à vocation agricole, sur ces 80 millions d'hectares de terres arables, seulement 8 millions sont consacrés aux cultures et au pâturage. Et pourtant, ses potentialités agricoles et sa diversité climatique portent sur la disponibilité des terres cultivables et la diversification agricole. Relance de la ferme militaire, 3000 hectares sont disponibles pour les activités agricoles à Kolwezi dans le Lualaba. La vice-ministre de la Défense nationale s'y est rendue pour le lancement officiel. Commentaire, Jojo Nzipou. Après la ferme militaire des Mabana sur le plateau de Bateke à l'est de Kinshasa, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a mis le cap sur Kolwezi dans la province de Lualaba. Séraphine Kilubu Kutuna y a procédé au lancement officiel des travaux de la ferme militaire de Kolwezi. Mais peu avant cette étape de lancement des travaux agricoles, Madame Kilubu a vite fait de signer le contrat d'acquisition du titre foncier à la Direction provinciale des affaires foncières pour la ferme des Kolwezi d'une superficie vaste de 3000 hectares. Elle a remis une somme de $20 000 sur les totales prévues pour assurer l'avancement des travaux. Aussi a-t-elle saisi cette opportunité pour lancer un appel à l'ordre aux occupants illégaux et spoliateurs de la ferme agricole militaire des Kolwezi. Le séjour de travail de la vice-ministre de la Défense s'est clôturé au chef-lieu de Lualaba par une réunion de conseil de sécurité qui a regroupé autour d'elle et de la gouverneure intérimaire de Lualaba, Fifi Masuka, quelques officiers militaires et le ministre provincial de l'Intérieur. Nous étions pour réhabiliter ou dynamiser toutes les structures de l'armée par rapport à l'industrie militaire. Et nous avons
cette fois-ci commencer avec la branche agro-pastorale. Nous étions dans la concession militaire pour délimiter, chercher à sécuriser par les documents et lancer les travaux. Il va sans dire que la production agricole de la ferme militaire des Mabana fait le bonheur de la population consommatrice dans la ville-province Kinshasa. Il est surnommé le réparateur des cœurs. Le professeur Nzonvoama, qui est d'ailleurs notre invité, un parcours long et élogieux. Mais qui est-il? Son portrait est peint ici par Pati Tondouangou Kizunda. Après plus de 10 ans, la faculté de médecine de l'université de Kinshasa a un professeur agrégé spécialiste en chirurgie thoracique cardiovasculaire en la personne du professeur docteur Alphonse Nzonvoama, qui est donc ce digne fils de la République démocratique du Congo. Alphonse Nzonvoama est né à Kinshasa le 5 novembre 1959. Il est marié et père de 4 enfants et 3 fois grand-père. Il a fait ses études primaires à l'école Gama dans la commune de Barumbu et les humanités littéraires au collège Mbanza Boma dans le Congo central où il a réussi avec distinction son diplôme d'État en 1978. Il termine également avec distinction ses études universitaires à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa en 1986 où il est retenu comme assistant de chirurgie aux cliniques universitaires de Kinshasa. En 1993, il devient spécialiste en chirurgie générale avec la mention grande distinction. Professeur Dr Alphonse Nzonvoama va donc poursuivre sa formation en France à l'université Paris 6, la Pitié-Salpêtrière. Il devient spécialiste en chirurgie thoracique et cardiovasculaire en 1998. Il détient une maîtrise des sciences biologiques et médicales, anatomie générale et organogénèse. Ce réparateur des cœurs, comme il est surnommé, est également diplômé d'université d'assistance circulatoire et cœur artificiel. Praticien hospitalier, chirurgie des hôpitaux de 10e échelon, service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie, chef des travaux à l'université de Kinshasa, faculté de médecine, actuellement donc 2021, le docteur Alphonse Nzonvoama est professeur agrégé à l'enseignement supérieur en médecine de l'université de Kinshasa. Professeur Dr Alphonse Nzonvoama a réalisé avec succès plusieurs interventions chirurgicales compliquées en République démocratique du Congo et a fait ses preuves dans les interventions chirurgicales à cœur ouvert réalisées à la clinique Ngalema. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Vous venez de suivre le tableau que vient de peindre Pati Tondouangou. Vous vous retrouvez dans ces dires? J'ai vu dans les images, effectivement, qu'il s'agit de moi. Ah oui? Oui. Et tout ce qui a été dit? Oui, ça fait partie de ma vie, oui. Ok, merci beaucoup, professeur. Le jeudi dernier, vous avez été reçu comme professeur agrégé de l'enseignement supérieur en médecine à l'université de Kinshasa. C'était à l'issue de la soutenance de votre thèse. Ça portait sur quoi? Eh bien, le titre de la thèse était « Thrombose artérielle précoce en chirurgie cardiaque ». Et il nous fallait étudier un certain nombre de complications, même si la chirurgie cardiaque, depuis 1954, année de son début, a fait énormément de progrès, a rendu des services. Mais nous savons que nous sommes toujours confrontés à peu près 5% de complications. Et c'est dans cet ordre-là d'aller améliorer encore nos résultats, même s'ils sont déjà excellents, qu'il nous fallait étudier ces complications du type accident vasculaire cérébral ou même ischémie du mésentère, c'est-à-dire la mort de l'intestin à la suite de la chirurgie cardiaque. Et nous pensons au cours de cette thèse avoir trouvé les 2 facteurs à l'origine de ces accidents. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler pour améliorer davantage nos résultats jusqu'aux limites où nous pouvons aller. Et vous ouvrez tout le temps les cœurs, cet organe primordial ou vraiment important du corps humain. Quelle a été alors votre motivation à faire cela? Eh bien, après mes études de médecine à la faculté de médecine, bien évidemment, on fait toujours les études dans la faculté de médecine. Oui. J'ai été retenu assistant dans cette même faculté où j'ai fait la chirurgie générale et 2 de mes maîtres m'avaient désigné pour essayer de prendre leur pas. Et je ne pensais pas les voir partir aussitôt, c'est-à-dire le professeur Joseph Kabemba et mon maître estimé aussi, le Tercula, qui m'ont destiné à faire la même discipline qu'eux. C'est dans ce sens-là que je suis parti en 1993 à Paris, dans le service du professeur Cabrol, qui sera succédé par Gangebach. C'est là que j'ai fait mes premières armes, oui.
Ok, vous avez fait vos premiers pas là-bas et vous êtes donc appelé aujourd'hui que vous êtes professeur, vous êtes appelé à former et les étudiants et vos pairs. Alors, comment comptez-vous gérer votre agenda parce que vous devez être à cheval entre Kinshasa et Amiens en France? Effectivement, être à cheval, ce sera de courte durée parce que, quand vous l'avez vu sous les images, il y avait dans le jury mon chef de service. Nous sommes en train de mettre en place une transition qui soit sereine et qui soit à l'avantage des deux entités. C'est-à-dire, dans un premier temps, dans les prochains mois, je partagerai mon temps effectivement entre les deux universités et ensuite je fais un retour complet chez moi. Voilà, ce qui est le désir de beaucoup, même au sein de ma propre famille et au sein de la discipline, effectivement. Et donc, vous serez d'un grand apport, professeur. Et alors, aujourd'hui, on a pris la décision de fermer certaines facultés des médecines dites non viables. Quelle est votre impression? Eh bien, c'est un dossier délicat, mais un dossier qu'on devrait garder rationnel. Parce que la seule question que nous devons collectivement, comme peuple et usagers des institutions de soins, je suis médecin, je suis chirurgien, mais demain, je peux être amené à être soigné moi-même. Est-ce que nous voulons la quantité ou nous voulons la qualité? Est-ce que la création d'une faculté de médecine doit être un argument électoraliste pour que je me fasse élire dans un coin et dans un autre? Est-ce que derrière chacune des cases de nos villages, on doit créer une faculté de médecine? Moi, je suis absolument d'accord avec cette mesure. Bien évidemment, je compatis avec le sort des étudiants qui sont dans ces universités, qui sont parfaitement des innocents. Donc, je pense qu'au niveau de nos autorités, il y a des mesures d'accompagnement qui sont en train d'être prises pour que ces jeunes gens, encore une fois, qui sont des victimes, puissent faire leurs études de médecine de qualité et dans les endroits qu'il faut. Et s'il faut proposer, vous pouvez proposer quelque chose, quelques pistes de solutions, par exemple? Eh bien, d'après les informations de couloir que j'ai, il y a énormément de médecins, d'étudiants en médecine dans toutes ces facultés. Moi, je serais plutôt pour la proposition moyenne. Il faut absolument arrêter d'inscrire les étudiants dans ces facultés. On ne peut pas revenir là-dessus. Oui. Par contre, avons-nous la capacité, par exemple à l'université de Kinshasa, de récupérer tous ces étudiants qui sont dans toutes ces pseudo-facultés de médecine? Je pense que non. La solution serait de les laisser dans leur faculté, ceux qui sont en année montante, de leur assurer un encadrement plus soutenu pour que ce soit de bons médecins, au même titre que les autres qui sont dans les grandes universités. Et puis ensuite, ma foi, les facultés qui ont été fermées mourront de leur propre mort. Très bien, mes professeurs, nous sommes presque à la fin, mais quel message pouvez-vous lancer aujourd'hui? Très heureux de revenir sur mon métier. Le message que je voudrais lancer, madame, c'est un appel presque de prosélytisme. Dans ma discipline en chirurgie cardiaque, comme en cardiologie, nous avons besoin des jeunes. Nous avons une population estimée à près de 100 millions d'habitants et une seule personne ne pourra pas opérer 100 millions de cœurs. Vraiment. Donc venez vers nous, venez en cardiologie, en chirurgie cardiaque. L'appel, c'est habituel de le faire vers les autorités, c'est que la chirurgie cardiaque est une spécialité complexe, spécifique. Il faudrait un appui certain. Et moi, je suis aussi content de savoir qu'au niveau de l'université de Kinshasa, qui est mon université d'attache, il y a au sommet de cette université actuellement une équipe composée par le professeur Kayembe et le secrétaire général académique aussi, le professeur Chimpi à la recherche, pour qu'on puisse développer cette filière de la chirurgie cardiaque. C'est là justement que je reviens à votre première question sur cette année de transition que je vais faire. Elle permettra de mettre en place, et nous en avons discuté, des possibilités pour nos jeunes qui sont en formation en chirurgie générale à Kinshasa d'aller dans cet hôpital et dans la faculté où j'ai été pour qu'ils fassent du stage afin que nous puissions rapidement, dans les 3 ans, avoir une équipe opérationnelle et indépendante composée exclusivement de Congolais. C'est là mon sens du patriotisme. Merci beaucoup, professeur. Vous serez reçu peut-être pour une autre émission, beaucoup plus élaborée, pour en parler largement. Merci d'avoir visité nos studios. Merci, madame.
Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, reste l'actualité dominante de la semaine du président. Un résumé de Pierre Kibambé, Somoïsa. À partir de Lubumbashi, où il effectuait une visite au travail, durant laquelle il a notamment rendu le dernier hommage à Gabriel Kyungu Wakumwanza, une des figures emblématiques de la scène politique congolaise, et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris le bâton de pèlerin pour répondre au rendez-vous de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Du haut de la tribune de cette assemblée, le chef de l'État, président de l'Union africaine, a fait le plaidoyer pour le continent et pour la République démocratique du Congo. Le président de la République a aussi présenté l'état des lieux de la stratégie continentale commune contre la Covid-19. Il a indiqué que l'Afrique a créé un fonds de réponse à la pandémie de Covid-19 et lancé une plateforme de fourniture médicale pour garantir à tous les pays l'accès aux équipements et fournitures nécessaires. Il a reconnu le faible taux d'accès aux vaccins face aux méfaits du virus et proposé notamment d'augmenter la capacité des tests dans les pays ne disposant pas des produits des laboratoires requis, d'assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades et de généraliser la vaccination en approvisionnement en vaccins de ceux qui ne les produisent pas et en dotant ces derniers des capacités de production locales. Le chef de l'État a par ailleurs préconisé la relance des économies africaines et la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme. Le président de la République a également rappelé les efforts entrepris pour lutter contre l'insécurité dans l'est de la RDC. En marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Les efforts entrepris par le gouvernement de la RDC pour restaurer la paix et la stabilité au pays, particulièrement dans l'est du territoire national, ont été évoqués au cours des échanges. Le secrétaire général de l'ONU a salué le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui entreprend des efforts pour faire avancer la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Toujours au chapitre des audiences, le président de la République a déployé d'intenses activités. Il a rencontré à New York son homologue zambien Hakainde Hichilema. Les échanges de deux chefs d'État s'inscrivaient dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la RDC et la Zambie. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est aussi entretenu avec la vice-présidente du Soudan du Sud, Rebecca Nyandeng, venue lui faire part des avancées enregistrées dans l'accord de paix signé par les protagonistes de son pays. C'était également au tour du président de la FIFA, Gianni Infantino, d'être reçu par le chef de l'État, une occasion pour lui de faire le rapport au président de la République sur l'évolution du projet éducation par le foot en RDC. Enfin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi échangé avec Peter Pam, ancien envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, des questions sécuritaires et autres défis auxquels font face les pays de la sous-région ont été évoqués au cours de cette entrevue. Autre sujet d'actualité de la semaine dernière, l'Assemblée générale des enseignants, à quelques jours de la rentrée scolaire, pas d'inscription pour la faculté de médecine des universités dites non viables, reprise de la ville de Komanda en Ituri par les FARDC, rétrospective de la semaine avec Gina Wabiwa. En début de cette semaine qui s'achève, la décision sur la fermeture des facultés de médecine non viables en RDC est tombée. Une des recommandations des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Seules 16 universités ont été jugées viables pour organiser la faculté de médecine à travers les pays. En prélude de la rentrée scolaire, les enseignants du Congo se sont réunis au sein de l'organisation syndicale de l'Union nationale du corps enseignant, UNECO.
Au cours de cette assemblée générale, il était question de lancer un message à l'État congolais qui est appelé à tenir compte de l'accord de Moody en vue d'une rentrée scolaire apaisée. Construction très bientôt d'un centre de l'Institut national des préparations professionnelles à Bunia pour la formation des ex-combattants des groupes armés en vue de leur réinsertion sociale. L'accord a été signé entre l'INPP et l'agence japonaise JICA. État des sièges Ituri, les forces armées de la RDC ont infligé une raclée aux éléments Codeco et leurs alliés ADF à Komanda. Le gouverneur militaire a rassuré la population de la détermination des FARDC de sécuriser cette partie du pays. Toujours en Ituri, les réseaux routiers subissent une cure de jouvence. Le gouverneur militaire a lancé les travaux de réhabilitation des routes d'intérêt national. D'ici 2 ans, le ministère de la Défense nationale aura un nouveau bâtiment devant abriter tous ses services. Le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de ces bâtiments dans l'enceinte du camp lieutenant-colonel Kokolo. Un institut de cybersécurité et de cyberinfrastructure vient de voir le jour en République démocratique du Congo. C'est pour faire face aux cyberattaques au sein des entreprises et institutions. L'Institut national des statistiques est prêt pour les recensements de la population de la République démocratique du Congo. Son directeur général a effectué une visite d'inspection sur les lieux où sont stockés les matériels acquis avec le soutien de plusieurs partenaires. Fermeture très bientôt des ports privés, illégaux et clandestins sur toute l'étendue du territoire national. La décision est salutaire pour la SCPT ex-ONATRA qui doit maximiser ses recettes. Les passages est désormais dégagé à Kintambo Magasin, à Kinshasa. Pas de bousculade entre piétons, motocyclistes et chauffeurs de taxi. Pour la simple raison, les vendeurs sur la chaussée ont été déguerpis. La journée internationale des langues des signes a été célébrée cette semaine. À cette occasion, les sourds ont brisé les silences et se sont exprimés sur l'importance de cette langue dans la communication familiale, dans l'éducation et dans les travaux. Nous allons parler de la justice. Pourquoi l'exécution des jugements rendus pose problème alors que le dossier judiciaire est déjà clos? Cette situation pénalise la partie gagnante à jouir de son bien. C'est le premier dossier du jour avec Marie-Louise Mbela. De nos jours, les conflits fonciers demeurent de matières qui envahissent les cours et tribunaux. Une fois saisis, ces instances rendent les arrêts, mais il a été constaté que certains arrêts rendus souffrent de la non-exécution. Dans la société, il y a de questions au centre des débats. Au nombre des affaires, il y a 7 immeubles situés sur l'avenue Mbomu numéro 64 dans la commune de Kinshasa, immeuble acquis en bonne et due forme en 2014 dont le jugement est devenu inattaquable. Les 10 jugements a été rendu depuis 2018, peine aujourd'hui à être exécuté avec rigueur pour que le nouvel acquéreur jouisse de son bien acheté auprès des ayants droit de la succession. Cette situation remet sur la sellette la problématique de l'exécution des jugements qui sont rendus au nom du peuple congolais et exécutés au nom du chef de l'État. Le vrai problème, c'est qu'il faut réformer en profondeur notre système de droit parce que cela porte beaucoup de confusion, surtout dans nos cours et tribunaux. En ce qui concerne les exécutions des décisions de justice, tant que nous allons continuer dans ce système de dualité et de trahison dans les cours et tribunaux, rien ne peut sortir de plus meilleur tel que nous attendons tous. Même au niveau des greffes, il n'y a pas vraiment sincérité dans tout ce qui se passe. Faut-il croire aux critiques et donner crédit à ceux qui soutiennent la présence permanente d'une main noire qui gêne parfois l'exécution des jugements et qui tire les ficelles? Tout cela est dû à une certaine situation sociale. Si les gens étaient très bien rémunérés ou encore mieux payés, je pense que cette façon de faire les choses allait changer d'une manière ou d'une autre dans le pays parce que l'avocat travaille comme il faut, comme il se doit. Les magistrats rendent parfois des décisions. Le jugement, c'est l'acte par excellence d'un tribunal. Avant que le juge puisse dire le droit, il doit réunir tout ce qui est arsenal en termes de documentation, une bonne marche
jusqu'à la fin, au moment où il va rendre la décision au nom de la loi. Nous connaissons d'autres réalités du terrain et des boîtes que nous travaillons. On doit penser beaucoup plus à rémunérer à tout celui qui travaille dans le système de droit de justice. Interrogée, cette victime, après avoir parcouru plusieurs juridictions, a déploré le comportement de certains juges congolais quand il s'agit de dire le droit en matière de conflits fonciers. Il y a beaucoup d'interférences. Il y a des politiques dedans. Et même les gens du cadastre sont dans la danse. Ils ne facilitent pas la tâche. Les gens de la justice également, ils sont dedans. Certains sont dedans. Et c'est ça qui complique un peu le show. Il y a trop de magouilles. Les pesanteurs politiques, ça influe négativement sur l'exécution de jugement. C'est ce que nous déplorons. Un peu partout, il n'est pas rare de rencontrer des citoyens qui se disent désespérés par la non-exécution des décisions judiciaires pourtant conformes aux lois de la République. Ces problèmes récurrents mettent à rude épreuve l'état de droit que prône le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Je le disais en début du journal, les milieux ruraux sont difficilement desservis en électricité, des véritables poches noires. Imaginez un peu le calvaire de cette population rurale. C'est l'heure de penser déjà aux énergies renouvelables. L'idéal pour résoudre ce problème, c'est un dossier de Ramazan Moulanda. Que l'on vive à Kabaré, c'est à l'est du Congo, dans les hautes montagnes. Que l'on soit à Lissala sur les rives du grand et majestueux fleuve Congo, dans les Mayumbe ou à Kassongo au Maniema, la vie au village se ressemble à la virgule prête à cause du manque d'énergie électrique. Dans ces milieux ruraux, les femmes sont livrées à des tâches ménagères exténuantes, même celles qui devraient être banalisées par l'électrification rurale. Par-ci par-là, on coupe le bois, on dévaste la forêt juste pour accéder au bois des chauffes. Il n'y a pas de télé dans les villages, il n'y a pas de réseaux sociaux ni de radios. Les hommes n'ont que leurs épouses pour se distraire. Dans nos villages, règne la misère à l'état brut, car les activités génératrices d'argent sont très rares. La vie y est tout simplement un calvaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les villageois ne se font pas prier 2 fois pour quitter leur millier de vues à la moindre occasion en faisant l'exode rural. Selon les statistiques disponibles, seulement 1% des Congolais ont accès à l'énergie électrique dans les milieux ruraux. L'électrification rurale n'a jamais été une priorité pour ces pays. D'autant plus que nous avons continué l'électrification, la politique nationale de l'électricité avec ce que nous avons hérité de l'indépendance, donc du colonisateur belge. Et sur cette base-là, l'électricité, tout comme l'eau, était des commodités des villes, uniquement des villes et des centres urbains. Privilégiant les énergies renouvelables telles que les solaires, l'éolienne, on peut vite résoudre cette question énergétique dans nos villages. Les milieux ruraux et périurbains, la plupart n'ont pas du tout accès à l'électricité. On parle de 1% arrondi, mais en réalité, c'est un chiffre conventionnel, pour ne pas dire 0% d'électrification en milieu rural et périurbain. Nous travaillons sur la politique nationale d'électrification rurale et périurbaine que nous allons proposer à l'attention du gouvernement et nous serons en plus en charge de l'exécution de cette politique. Cette politique vient faire la rupture avec tout ce que nous avons connu par le passé. Rupture, ça veut dire quoi? Notre politique jusque-là était axée sur l'extension du réseau, c'est-à-dire basé sur Inga essentiellement, où nous voulions étendre, vous voyez déjà la ligne qui fait Inga, Chaba, ou aujourd'hui Katanga, bien sûr, Kolwezi, et c'était ça la politique, étendre les réseaux. Nous ne pouvons plus continuer sur ce schéma-là qui a montré ses limites. Aujourd'hui, nous avons réalisé avec cet ouvrage Atlas des énergies renouvelables que nous avons ici, montrer que le pays a des ressources diversifiées énormes. Chacun des 145 territoires de la RDC dispose d'un menu approprié pour répondre à ses besoins énergétiques. Chacun des 145 territoires de la RDC. Quel est ce menu? Ce menu est constitué de la petite hydroélectricité. Ce menu est constitué du solaire qui n'a pas été exploité dans ce pays. Évidemment parce qu'à l'époque, on savait tous que c'était une technologie non maîtrisée, mais aujourd'hui, c'est une technologie mûre. Le solaire, et avec les coûts, la baisse des coûts de la technologie, donc aujourd'hui, on peut utiliser le solaire, c'est une composante essentielle. Donc il y a la petite hydroélectricité qu'on doit développer. Les pays en a recensé des milliers, des centaines, en tout cas on est à 890 sites identifiés dans l'Atlas.
Nous avons les potentiels solaires qu'on n'a pas exploités pendant des années et nous voulons maintenant aussi revenir là-dessus. C'est des énergies renouvelables. Et puis après, maintenant, on va voir comment on peut ajouter les autres composantes comme la géothermie, c'est-à-dire ces gaz que nous avons, cette chaleur que nous avons sous les sols, bien entendu. Nous pouvons aussi exploiter la biomasse dont nous avons un potentiel énorme et puis les éoliens, c'est-à-dire l'énergie du vent. Le forum s'est tenu dernièrement à Lubumbashi pour apporter des solutions aux problèmes de desserte électrique en RDC. Les recommandations devraient être respectées pour faire accéder les Congos à l'émergence à l'eau. Continuons ce journal. Lutte contre la malnutrition au Kasaï. 13 zones de santé sont concernées par le programme multisectoriel de nutrition et de santé, programme lancé par le gouverneur et financé par la Banque mondiale. Franklin Kalombo. Ce samedi à Chikapa de l'atelier sur l'analyse intégrée du contexte et planification saisonnière des moyens d'existence organisé par deux agences du système des Nations Unies, à savoir FAO et PAM. Ceci après un diagnostic alarmant fait par ces deux agences du système des Nations Unies sur la situation socio-économique de population du Kasaï et Kasaï central après les conflits sanglants des terres et mémoires qui ont secoué l'espace Kasaï. Pendant 5 jours, les participants venus de différentes structures et organisations nationales ont été outillés sur différentes matières en rapport avec cet atelier par Joël Sikou, facilitateur principal de PAM, dans l'objectif d'identifier les zones vulnérables ayant plus de chocs ou une programmation basée, le moyen d'existence et des analyses additionnelles sur le déterminant de la malnutrition aiguë et des déterminants des services de base devant ensuite être menés. Présenter également la situation sur base de l'observation des tendances sur une longue période de risques de chocs naturels, les épidémies et autres facteurs aggravants comme la dégradation des terres, les conflits, les mouvements des populations et des grands événements. Comme à l'ouverture, c'est Évariste Vechi, ministre provincial de Plan, Budget et Agriculture, qui a procédé à la clôture de cet atelier organisé par FAO et PAM sur une note positive. Les groupes armés actifs dans l'est du pays répondent à un certain appel de pied vers les djihadistes à l'origine du terrorisme. C'est ce qui ressort d'une conférence débat organisée à l'université de Kinshasa. Oscar Balkaï. Un secret de polichinelle. Le terrorisme s'est installé dans la partie est de la RDC. L'histoire remonte avec le mouvement rwandais FDLR qui a fui vers la République démocratique du Congo vers les années 94. Des orateurs recrutés aussi bien à l'université de Kinshasa, au département des sciences politiques et administratives que dans la vie courante, ont montré noir sur blanc que ces groupes armés opérant dans l'est du pays répondent à l'appel de pied que leur a lancé le djihadisme. Or, tout ce que nous faisons, tous les discours que nous entendons, constituent des appels de pied vers les djihadistes. Si déjà les États-Unis, l'Occident, n'ont pas pu juguler le terrorisme, le vrai terrorisme islamiste jusqu'à aujourd'hui, qui va le faire en RDC? Dans la foulée, le professeur Boniface Kabanda Matanda s'est apaisanti, lui, sur le financement du terrorisme dans le monde et en RDC, avec le plus souvent les blanchiments des capitaux. La guerre asymétrique à laquelle font face les forces armées de la République démocratique du Congo s'est invité lors des débats avec le journaliste Nikez Kibelbel. Est-ce qu'il y a un terrorisme islamiste à Béni? Nous disons oui, l'armée se bat, mais l'armée est face à un ennemi indescriptible. Un jeu de questions-réponses pour éclairer la lanterne de l'auditoire, constitué pour la plupart des étudiants et quelques professeurs, a sanctionné cette journée de réflexion. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS fête ses 2 ans d'existence. C'était une occasion pour les différents prestataires de présenter les différents projets réalisés dans ce cadre. Alain Bikaï.
des ans après sa création, les corps de l'élite scientifique de l'UDPS produit déjà des effets. Cette structure technique de l'UDPS qui regroupe les scientifiques des différents domaines a présenté à la hiérarchie du parti ses réalisations. Devant l'assistance, le coordonnateur national, le docteur Soft Mukuna, est revenu sur la genèse de son organisation avant de saluer l'appui des autorités du parti à sa structure. À son tour, le coordonnateur scientifique, le docteur Jean-Marie Kayembe, a planché sur les réalisations et les perspectives de ces quèmes intellectuels de l'IDPS. Sous sa direction, les chefs de projet ont présenté les projets à l'impact social direct sur le vécu quotidien de la population. Le projet Maebo Tukin en est une parfaite illustration des produits de l'intellect congolais pour lutter contre la faim et la malnutrition. Le projet pavé mis en place par les ingénieurs en construction pour participer à la reconstruction du pays. Autant de leviers pour impulser le développement au pays. Le secrétaire général Augustin Kabouya a salué l'ingéniosité de ces têtes bien faites du parti présidentiel. Pour la circonstance, le numéro 2 de l'UDPS a insisté sur l'apport de l'élite aux problèmes qui se posent dans la société congolaise. Retenons que tous ces produits sont certifiés par l'OCC et l'Office des routes. Parlons économie, Equity BCDC lance sur le terrain des masters agents pour faciliter l'accès aux services bancaires à tous, un modèle socio-économique de proximité pour faire le pont entre cette institution et la population bénéficiaire. C'est un reportage de Félix Zaloumet-Dandou. Un nouveau concept socio-économique est retenu désormais en RDC. Le Master Agent est défini comme une institution bancaire de proximité. Il fonctionne à travers le partenaire dit Master Agent qui font le relais d'une institution bancaire dans leurs différents milieux de vie. Ces derniers ont le pouvoir d'agir au nom d'une institution bancaire pour assurer les opérations de retrait des dépôts et d'octroi des numéros de comptes aux tierces personnes dans le milieu urbain et ruraux du pays. Jean-Robert Issifois, de la Société de communication et services, situe ce modèle économique au centre d'une mutation rapide de la population bénéficiaire, sinon du gain de petit. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect économique, mais il s'agit aussi d'une transformation de la vie des Congolais dans leurs relations avec les banques, mais aussi dans la relation même de la gestion de leurs activités. Selon Jean-Michel Chipama, cette vision de Master Agent ouvre aux bénéficiaires le modèle social ou économique du développement suivant les activités. Mais les plus grands, eux, le gain social et éducatif assuré à la jeunesse. Ils peuvent ouvrir un compte bancaire juste avec leur téléphone. À travers tous nos outils aujourd'hui de communication, accès à tous nos produits et services que vous allez bénéficier en tant que nouveaux clients. Avec ces concepts de Master Agent, c'est plutôt le pays qui gagne, d'après Célestin Mokeba, qui expérimente le moteur social et économique au sein de son institution bancaire locale. On permet à toute la population d'ouvrir le compte bancaire via le réseau qui va s'étendre. Donc on veut en compter plus de 10 000 points de représentation à travers le pays. Quoi qu'il en soit, ce type de modèle socio-économique est à encourager dans l'intérêt du gain petit, de la jeunesse et surtout de la population paysanne dans l'arrière-pays. Chikapa est le prochain sur la liste pour la matérialisation du projet de construction de centres d'excellence de formation des jeunes. La ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a procédé hier à la pose de la première pierre. Cédric Kenina. À quelques encablures de Chikapa Centre sortira des terres un centre d'excellence professionnelle. Les villages Samoussanda, bientôt au cœur de la formation professionnelle et apprentissage des métiers de jeunes. Un projet du gouvernement de la République porté par la ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabenga qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la formation de jeunes. Projet salué par l'autorité provinciale du Kasaï, Dieudonné Mpiémé, qui appelle la population à soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons constaté que depuis que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir, plusieurs changements s'opèrent dans ce pays. Et si les choses changent ainsi, toi, fils et filles de ce pays, allez-tu refuser de changer? Nous devons suivre et accepter le chef de l'État sur tous les plans. Voilà le pourquoi de ce centre qui sera construit ici. La ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou a présenté les filières retenues selon les besoins
en termes de développement de cet espace géographique. La formation professionnelle est l'affaire de tous. De nombreuses filières seront organisées ici, notamment l'électricité, bâtiment, la mécanique, la cordonnerie, la coupe et couture, l'informatique, l'environnement, froid bâtiment et, compte tenu de la spécificité de cette ville, la taillerie du diamant. L'hôte des marques du Kasaï, très entreprenante, a reçu des présents dont un masque Chokwe. Suivons à présent l'installation du nouveau comité de gestion de l'université de Kinshasa. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa, sous la conduite du professeur Jean-Marie Kayembe, a tenu sa première réunion de prise de contact et s'est fixé les priorités et défis à relever. Ce comité de gestion qui est conscient du fait de se trouver devant de nombreux défis. Des défis déjà fixés et tracés au niveau du pays, déjà par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes donc réunis aujourd'hui pour dire où nous sommes, surtout au lendemain des résolutions prises par les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se sont tenus à Lubumbashi. Nous nous sommes donc réunis pour dire qu'il était temps de se mettre au travail et d'avancer avec une vision qui est celle de transformer un tant soit peu notre environnement. Le recteur a promis une synergie de travail avec d'autres membres du comité de gestion, le personnel académique, administratif, technique, ouvrier et les étudiants pour booster l'UNIKIN vers le développement. Vous suivrez après ce journal la cérémonie du lancement point d'échange Internet à Goma en page magazine. Le rappel des titres avant de nous quitter, les énergies renouvelables restent la voie de sortie pour électrifier les zones rurales. Vous l'avez suivi dans ce journal. Vous avez suivi également que les États généraux de l'agriculture se tiendront dès demain à Kinshasa, une évaluation du secteur après 30 ans. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal magazine. Au nom de la grande équipe de dimanche, je vous dis merci de votre fidélité. L'actualité continue sur la RTNC, 23h, Ricky Nzuziloya. Et moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.